Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, une tribune publiée par le journal Le Monde, lancée à l'initiative du professeur Molimar, chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, dénonce le protocole mis en place par le professeur Raoult pour soigner le Covid et parle d'essais sauvages sur plus de 30 000 patients. Si les faits sont avérés, le professeur Raoult risque 3 ans de prison. Cette tribune est une réponse aux équipes de Didier Raoult qui, en mars dernier, ont publié une étude et affirmé que l'hydroxychloroquine réduirait en partie les risques de mortalité liés au Covid-19. Pour le professeur Molimar, ces travaux constituent vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour, en même temps que ces prescriptions ont démontré leur inefficacité. Le professeur Molimar réclame une sanction, des sanctions pénales. Sur France Info, le 28 mai, Didier Raoult a fustigé une tribune d'imbéciles. Il écrivait déjà dans son autobiographie publiée au printemps que ceux qui l'ennuient actuellement auront disparu dans les poubelles de l'histoire. Eh bien, Didier Raoult sera notre invité à 10h et il répondra aux graves accusations qui pèsent sur lui et ses méthodes. Il est 9h02, on est un peu en retard. Très heureux de vous retrouver. Audrey Berthaud. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire présente aujourd'hui ses conclusions. Le rapport doit être publié en ligne dans la journée. Une conférence de presse à l'Assemblée aura lieu ensuite vers 17h. Pour rappel, Ivan Colonna a été violemment agressé en 2022 par un homme radicalisé. Déjà jugé 2 fois pour des faits commis dans sa jeunesse, Mohamed Aouas, pilier du 15 de France de rugby, est jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Le joueur pourrait rater le mondial 2023 et voir sa carrière sportive prendre fin. Il est en détention provisoire depuis dimanche. Il encourt 3 ans de prison ferme. Et puis du tennis avec forcément Roland Garros. L'espoir français Lucas Van Haché, 19 ans, a passé le premier tour hier. Il s'est offert sa toute première victoire en Grand Chelem. Caroline Garcia, 5e mondiale, a également réussi son entrée en lice. Aujourd'hui, les joueurs tricolores seront nombreux à jouer. 12 Français au total, dont Gaël Monfils ou Richard Gasquet, sont sur les cours aujourd'hui. Et je vais vous faire peut-être écouter tout de suite le son qui m'a le plus marqué ce matin parce que ça m'a amusé, c'est le son de Benoît Paire. Mais avant cela, je vous présente Charlotte Dornelas, Vincent Hervouet, Gérard Leclerc, Georges Fenech. Quand je dis je vous présente, non, vous les connaissez, et Charles Prats. Benoît Paire est un tennisman français. Bon, il a perdu hier. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit sur les balles ? Moi, j'ai jamais entendu ça en 40 ans de Roland Garros. Et je trouve que je comprends pourquoi j'ai pas été mieux que 32. C'était à cause des balles. Et est-ce que nous pouvons écouter ça ? Parce que c'est absolument formidable ce qu'il a dit hier. Maintenant, il y a un problème de balle à Roland Garros, comme vous le savez. Donc la balle est plus lente. Donc on peut pas faire d'ess. Ce qui m'a beaucoup, moi... Ça a changé ça a modifié mon jeu quand j'étais ado, évidemment. Bon, écoutez Benoît Paire, parce que c'est les balles qui sont pas bonnes. Il y a déjà quelques joueurs qui se sont plaints de la qualité des balles. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi C'est ridicule. C'est ridicule. On joue avec des balles qui grossissent au bout de 2 secondes. Les balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu. C'est ridicule. Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Après, c'est pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles. Je dis simplement que si on veut avoir du beau spectacle et voilà, c'est pas avec ces balles-là qu'il faut jouer au tennis. Là, c'est des balles où on peut pas attaquer, où on peut pas avancer. C'est impossible de faire un ace quasiment. Enfin, c'est vraiment un autre style de tennis, voilà, qui est différent. Ça se joue sur le physique, ça se joue sur qui va tenir la balle le plus longtemps dans le court. C'est vraiment très dur de faire la différence avec ces balles-là. Et voilà, moi, mon jeu est basé quand même sur le service, sur le retour agressif. Là, je suis obligé de forcer sur chaque balle parce que la balle n'avance pas et c'est quand même terrible. C'est Roland Garros, c'est un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules. Donc c'est dommage, mais ça n'enlève rien au fait que j'ai perdu et au fait que c'est pas du tout à cause de ça qu'il y a des fêtes. S'il y a des fêtes aujourd'hui, c'est parce que Cameron a été meilleur que moi et on a fait un bon combat, mais c'est sûr que c'est dommage de jouer avec ces balles-là. Je souscris complètement à ce qu'il vient de dire. Franchement, c'est un vrai... vous vous rendez pas compte, mais non, c'est un vrai souci, les balles. Les balles à Roland Garros. Les balles perdues. Ça vous 32, c'était pas mal, vous étiez. Mais non, mais C'était un bon joueur. Franchement, j'ai jamais entendu ça. Surtout à Roland Garros, quoi. 40 ans, les balles sont à Roland Garros. Incroyable. Non, ça vous fait pas sûr. Bon. Il faut être réac, c'était mieux avant. Ah non. Même les balles à Roland Garros. Oui. Non, mais ça va plus du tout dans ce lycée. Bon, la fraude sociale. Charles Prats, vous êtes ancien magistrat. On va en parler et puis après on parlera de la déclaration de Madame Borne, la normalisation du RN. Mais d'abord, est-ce que
On va voir le sujet, bien sûr, de Thomas Bonnet, mais est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens ? Alors, ça semble aller dans le bon sens, mais en réalité, c'est assez scandaleux ce qui a été annoncé, puisqu'il y a en fait un abandon. Il y a une grosse opération de bonne taux de communication. Vous savez que le Parlement avait voté la mise en place de la biométrie pour la carte vitale, pour la sécurité sociale, etc., pour sécuriser le fichier. Et là, le ministre Gabriel Attal vient juste d'annoncer qu'il mettait à la poubelle tout ce qui était biométrie, pour échanger ça avec une fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. Quel est son intérêt ? C'est ça parfois. Quel est l'intérêt pour Gabriel Attal ? Quel est l'intérêt pour Gabriel Attal de ne pas mettre les meilleurs moyens pour lutter contre la fraude sociale ? Alors, c'est pas l'intérêt de Gabriel Attal. Gabriel Attal, il fait de la politique. Puis après, il demande à ses services de lui proposer X mesures qu'il va pouvoir présenter au public pour montrer qu'il agit. Sauf que les services, en l'espèce, ne voulaient pas de la biométrie pour lutter contre la fraude depuis des années. Mais pourquoi ? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi ? C'est à eux qu'il faut la poser. Oui, mais non. Mais c'est toujours la même chose. J'essaie de comprendre. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de caché dans ce que vous dites. Mais il n'y a pas... En fait, j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose de l'intérêt de ne pas mettre les meilleurs moyens pour lutter contre la fraude sociale. C'est ce que j'entends lorsque vous savez, je vous donne un exemple. Quand j'étais à la délégation nationale à la lutte contre la fraude magistrat, il y a une dizaine d'années, les services voulaient qu'on lève le secret professionnel pour qu'ils puissent se parler. Les enquêteurs des CAF, des CEPAM, etc. On a créé le projet de loi, on l'a écrit, et la sécurité sociale n'en voulait pas. C'est-à-dire que l'administration de la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale, ne voulait pas que les gens puissent se parler. Voilà, c'était comme ça. Il a fallu forcer les choses pour qu'ils puissent se parler. Bon, on va voir le sujet de Thomas Bonnet, mais est-ce que vous pensez, par exemple, que la biométrie, si elle avait été mise en place, eût été plus efficace que ce qui est proposé là ? Ah ben, c'est plus rapide et plus efficace, évidemment. Et c'est bien le problème, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas mais parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais pourquoi ? Mais Pascal Praud, vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays depuis des années. On est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Praud, vous allez dire quoi ? Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu ? Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu. Écoutez, Gabriel Attal sera avec nous demain soir. Vous pouvez venir d'ailleurs. Non, mais il m'a reçu, il m'a demandé de venir le voir il y a 15 jours dans son bureau, on a discuté en tête à tête. Mais ça, vous lui avez dit ? Mais bien sûr que je lui ai dit. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Il m'a dit oui, mais la fusion, carte d'identité, carte vitale. Je lui ai dit oui, mais ça va prendre combien d'années ? Ah oui, ça va prendre du temps. Voilà, ce plan, cette annonce, vous savez, on botte en touche, on renvoie au calendrier. Alors nous, on est, je ne sais pas ce qu'en pense Gérard, et puis je vous dis, on est démunis par rapport à ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que les journalistes, ce ne sont pas des professionnels de tous les secteurs, par définition. Moi, je ne sais pas précisément. Ça fait 40 ans que vous bossez dans ce secteur. 30. Donc vous avez une connaissance, évidemment, que je n'ai pas. Et comme sur tous les sujets, nous ne sommes que des témoins, des passeurs. Mais je suis... c'est effrayant ce que vous dites. Vous êtes surtout un contribuable, Pascal Praud, aussi. En l'espèce. Je vous remercie de dire que je suis un contribuable, ça ne m'a pas échappé. Mais en revanche, je vous propose de voir le sujet de Thomas Bonnet sur la réforme de fraude sociale. C'est un véritable serpent de mer auquel s'attaque Bercy. La fraude sociale, dont le montant est estimé aujourd'hui entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année. Fraude qui concerne les soins de santé ou encore le versement des retraites. Gabriel Attal annonce ainsi vouloir doubler le montant récupéré par l'administration, passant de 1,6 milliard aujourd'hui à 3 milliards d'ici 4 ans. Parmi les mesures retenues, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité est envisagée pour réduire la fraude, le contrôle des retraités de plus de 85 ans résidant à l'étranger afin de s'assurer qu'ils sont toujours vivants, l'obligation de résider au moins 9 mois en France pour le versement des prestations sociales, ou encore le croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'Intérieur afin de cibler les personnes en situation irrégulière qui bénéficieraient d'aide sociale. Le ministre des Comptes publics doit encore détailler l'articulation précise de ce plan de lutte contre la fraude, mais il évoque déjà une feuille de route qu'il estime ambitieuse. La fraude sociale, les précédentes majorités en ont beaucoup parlé, mais sans vrai résultat. Notre ambition ne se limite pas aux chiffres. En luttant contre la fraude, on reprend le contrôle de notre modèle social. Pour parvenir à ces résultats, le gouvernement va investir 1 milliard d'euros et créer 1000 postes supplémentaires, notamment pour renforcer les contrôles. Je suis incapable d'évaluer la qualité des mesures qui me sont proposées. Voilà. Et c'est pourquoi vous êtes un professionnel.
Donc, c'était ma première question d'ailleurs. Est-ce que ça va dans le bon sens? Vous m'avez dit oui. Oui, ça va dans le bon sens. Mais vous voyez, par exemple, il dit voilà, croisement des données de la CAF et du ministère de l'Intérieur pour lutter contre La CAF, on rappelle, les c'est... caisses d'allocation familiale. Voilà. Pour lutter contre les étrangers en situation irrégulière qui percevraient des prestations sociales. D'abord, normalement, ils sont pas censés en percevoir. Ensuite, ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Vous avez une délibération de la CNIL de 2002 qui intervenait sur justement cette possibilité pour les CAF d'avoir accès au fichier, ce qu'on appelle AGDREF, le fichier des étrangers du ministère de l'Intérieur. Vous avez un article qui prévoit ça au Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, au CESEDA. Donc tout ça existe déjà. La seule chose éventuellement qu'ils pourraient faire, c'est une automatisation permanente des fichiers. Mais en gros, on annonce des choses qui existent. D'accord, mais ce qui est fou, et c'est le chiffre moi que je retiens toujours, vous avez dit tout à l'heure, il y a 75 millions de cartes 75 millions 300 000 assurés sociaux en France en charge. et on est 67 millions. 67 à 68. Si on décidait à la seconde de mettre le système de biométrie, on saurait tout. Ah, il nous faut 2-3 ans pour le mettre en place parce qu'il faut que tout le monde vienne se réenrôler, comme on dit. Et en 2-3 ans, vous avez réglé le problème. Oui. Ce n'est qu'une petite partie du problème quand même. À mon avis, il y a deux choses pour... Non, bien sûr, parce que la fraude ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup d'autres fraudes. C'est quoi le premier poste de fraude sociale? C'est légèrement... Oui. Alors, sur les prestations sociales ou les cotisations? Parce que sur les cotisations sociales, le travail noir, c'est encore un autre sujet. Ouais, mais cotisation... Alors, par définition, cotisation, le travail au noir, c'est une fraude qui... C'est-à-dire qu'on vient... Alors, vous avez raison, mais on ne vient pas prendre de l'argent. Non, on évite d'en payer. On évite d'en payer. Ce qui est quand même différent. Mais ce qui est quand même différent. C'est différent. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que c'est différent. C'est différent. Un budget, vous avez les recettes et les dépenses. C'est différent quand même. C'est différent. Mais en fait, il y a quelque chose. Évidemment, il y a quelque chose de. Je vous donne mon humble avis, de plus choquant quand je vois quelqu'un prendre de l'argent avec un faux papier, une fausse identité de ça, que le peintre qui de temps en temps peint pour son voisin et se fait payer au noir. Voilà, pour résumer comme ça. Dans les deux cas, c'est pas bien. Je voudrais, si je peux donner deux... Moi, je ne crois pas que les ministres... Non, le premier poste, j'ai posé une question quand même. Le premier poste de fraude sociale, c'est quoi? Fraude aux prestations sociales, le premier problème, c'est ce que je vous dis, c'est l'immatriculation frauduleuse à la sécurité sociale. C'est ces millions de personnes prises en charge en plus. C'est les 2,5 millions de personnes que pointe la Cour des comptes depuis quelques semaines qui bénéficient de la protection universelle maladie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la CMU avant, alors qu'elles ne remplissent pas les conditions, elles ne sont pas sur le territoire. C'est ça, le premier poste de fraude sociale, il est là. D'accord. C'est le ministre des Affaires étrangères des Comores qui touche depuis 15 ans des aides sociales à la Réunion, alors qu'il n'a absolument pas le droit. Le ministre des Affaires étrangères des Comores, vous savez, qui vient de refouler les... Alors, sur la santé, à mon avis, il y a deux freins. Je ne crois pas que les ministres ne veulent pas, n'aient pas de volonté. Toute une série de ministres qui se sont succédés, qui, je pense, sont des gens plutôt honnêtes. Et comme la France manque d'argent aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même tendance à essayer de limiter la fraude. Cela dit, il y a me semble-t-il, deux obstacles. Le premier, il est très psychologique. C'est-à-dire que c'est ce mot qui revient de flicage, etc., de chasse aux pauvres, etc. C'est-à-dire que quand vous prenez des mesures, je vous dis pas que c'est justifié, je vous dis que c'est quelque chose qu'on entend. Immédiatement, on vous accuse d'aller. Et alors? Je donne une explication. Et la deuxième, c'est pas que une chasse aux pauvres, c'est une chasse aux gens qui sont dans la santé, dans la santé, l'un des principaux postes, ce sont les professionnels de santé. C'est tous les faux certificats. Et voilà. Et là, c'est pas autre chose, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous devez vous confronter à toute une profession. Moi, je voudrais que le ministre des Affaires étrangères des Comores rende les 200 000 euros qu'il a piqués depuis 5 ans. En RSA, c'est un scandale, non? 200 000 euros qui viennent de notre poche. Ce qui est terrible, c'est que vous dites que ça pourrait être fait d'une manière très efficace et que peut-être pour des raisons politiques, ce n'est pas fait. C'est ça qui peut choquer. C'est des raisons, beaucoup de culture administrative, si vous voulez. Mes amis les petits hommes gris. Vos amis les petits hommes gris. Les fameux petits hommes gris. Vous parliez là des professionnels de santé, des médecins. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre en œuvre des mesures
de lutte contre la fraude des professionnels de santé, les transporteurs sanitaires ou les médecins, on nous disait c'est pas le moment parce qu'on est en train de négocier avec les syndicats de médecins le renouvellement de la convention. Écoutez, cela, vous savez, c'est très très compliqué. On sera demain avec le ministre. Si vous voulez dire un mot et après on change de sujet. Carte d'identité, carte vitale, la place Beauvau, on ne voit pas d'objection là-dessus? Ah bah si, d'ailleurs, ils ont fait savoir, ça a fuité hier soir, que le ministère de l'Intérieur était tout à fait contre et disait que tout ça était strictement impossible et que ça ne pourrait pas marcher. Donc en plus, on a la cacophonie entre les départements ministériels, mais bon, voilà, ça c'est habituel. Ouais. On voulait mettre un focus là-dessus. Ça représente combien? Alors la fraude, c'est très difficile. Est-ce qu'il y a plus de fraude sociale que de fraude fiscale? Moi, je considère qu'il y a plus de fraude sociale que de fraude fiscale, et pour une raison toute simple, c'est que vous avez des taux de fraude naturels dans les organisations. On a toujours 5, 6, 7% de taux de fraude dans toutes les organisations publiques et privées, et que le montant des dépenses de protection sociale, on est quasiment à 900 milliards d'euros par an, bien supérieur au montant des prélèvements fiscaux ou des cotisations sociales. Donc la logique veut qu'en valeur absolue... Et ça représente combien? Une bonne cinquantaine de milliards. Ah oui, c'est de l'argent, parce que j'ai entendu 6 ou 7 simplement. Oui, 8 milliards pour la Cour des comptes, qui explique qu'elle n'a pas pu chiffrer les millions de personnes en assurance maladie qui sont pris en charge en plus. Et en réalité... c'est ça le sentiment. En fait, le sentiment qu'on a dans tous les domaines, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts, on est beaucoup prélevé, et après tout, pourquoi pas, mais que cet argent est mal utilisé. On voit l'évolution de la qualité des services publics depuis 30-40 ans. C'est une réalité. Je crains que ce soit une réalité. Bon, autre sujet qui m'intéresse, c'est la normalisation du RN. Parce que la normalisation du RN, Mme Borne n'y croit pas. Donc, est-ce qu'elle a raison ou pas? Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, c'est ça qui est drôle. C'est religieux. C'est religieux, je n'y crois pas. Bon, c'est-à-dire que le Parti communiste, on lui fait jamais le reproche d'avoir soutenu Staline pendant des années, et Georges Marchais je trouvais que le bilan était globalement positif. Personne, à Fabien Roussel, ne lui fait ce procès-là, qu'il n'est plus sur la même ligne que le PC dans les années 50. Mais manifestement, Mme Borne, elle a un souci avec le Rassemblement national. Donc je vous propose de l'écouter. Elle était chez Frédéric Aziza sur Radio J, et c'était dimanche. En tout cas, c'est dimanche que ça a été diffusé. Vous savez, moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement national. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement national y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain? Oui, également héritier de Pétain. Marine Le Pen, pareil? Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement? Je pense que ça serait une bonne chose. Bon, si je voulais être désagréable ou ironique, je rappellerai que Mme Borne a été conseillère de M. Jospin Lang, qui était à l'époque sous un président qui avait eu la Francisque et qui était ami de Bousquet. Mais je ferme mais c'est vrai, c'est une réalité. Plus pétainiste, où il le fut, en tout cas, à un moment de son existence. Mais c'est pas ça qui est important. Marine Le Pen, d'ailleurs, a réagi. Ce qui est intéressant toujours, c'est les idées, mais on ne sait pas vraiment lesquelles. Il y a toujours les mêmes idées, on ne sait pas lesquelles. Mais idéologie dangereuse. Voilà. Il y a aussi, elle a oublié le mot nauséabond. Oui. Elle aurait dû me dire nauséabond parce que c'est toujours, c'est un mot comment? Travail. Elle aurait dû dire nauséabond. Parce que vraiment, ce sont des idées nauséabondes. Les propos d'Elisabeth Borne à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard d'un parti d'opposition de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qui le représentent. Alors, c'est intéressant. Je ne crois pas à la normalisation. C'est-à-dire que vous sortez d'une séquence où pendant 6 mois, 8 mois à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a eu l'attitude qu'il a eue. De l'autre côté, vous avez eu la France insoumise qui a eu l'attitude qu'elle a eue. Mais le problème, c'est le Rassemblement national dans ce pays. Je soumets cette interrogation à... Julien. Non, je soumets, moi, je pense... Marine Le Pen, je crois qu'elle a exclu son père, donc c'est... Oui, enfin, elle a exclu son père, elle n'a jamais clairement
Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on la tonde? Non, mais qu'elle dise clairement sur un certain nombre de choses que c'est une condamnation ferme et définitive, et notamment d'un certain nombre, d'une part, des déclarations de son père, qu'on semble avoir oublié, qui font que le Rassemblement national, le Front national, quand même, s'était mis en marge. C'est pas moi qui le dis. Demandez à nos amis de la droite. Depuis la fondation du Rassemblement national, la droite a toujours dit qu'il y avait une ligne rouge entre eux et le Rassemblement national. Alors, je veux bien qu'ils aient changé, s'ils aient changé, qu'ils le disent. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est des faits. De regarder toutes les déclarations de Chirac, etc., etc. Il y a toujours eu, il n'y a jamais eu, sauf une fois dans des élections régionales, il n'y a jamais eu d'accords électoraux avec le Rassemblement national. Il y en aura pas. Donc, il y a bien une ligne rouge entre la droite républicaine et ce qui était le Front National avant et le Rassemblement National maintenant. Donc il y a bien une raison. C'est pas à mes yeux, c'est aux yeux, je parle des dirigeants de la droite. Oui, ça, c'est sûr. Ils ne sont pas de la même boutique. Alors, à l'historien que je vais poser, qu'est-ce qu'il y a de pétainiste aujourd'hui dans le Rassemblement national? Ça m'intéresse. C'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Ce qu'elle a dit, c'est que le Front National a été créé largement par des pétainistes. Elle dit pas ça. Pas n'importe Ils sont quel. héritiers aujourd'hui. Et pas n'importe quel. Elle dit qu'ils sont héritiers. Je vous pose une question très simple, puisqu'elle dit je ne crois pas à la normalisation du Rassemblement national. Donc je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de pétainistes, si tant est qu'on puisse d'ailleurs expliquer exactement ce qu'est le pétainisme, selon vous, mais travail, famille, patrie, vous connaissez des gens qui sont contre le travail et des gens qui sont contre la famille, ça n'a pas de sens. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a, par exemple, selon vous, selon l'analyse politique que vous êtes? Il y a le rejet des étrangers, il y a la préférence nationale, et que ce sont des choses qui effectivement ne sont sont pas partagées par tout le monde. Il y a une femme qui a réussi un triomphe électoral ce week-end, c'est l'Espagnol qui dirige la région de Madrid. Oui. Elle a réussi vraiment un triomphe. C'est une femme qui vient des milieux populaires et qui ne recule devant rien, qui est d'un franc-parler invraisemblable. Elle a vraiment fait un triomphe. Et vous savez ce qu'elle dit? Comment elle s'est rendue célèbre en Espagne? En disant, quand les progressistes vous traitent de fascistes, ça veut dire que vous êtes du bon côté de l'histoire. Et les Danois, alors, ils sont pétainistes? Moi, j'utilise les Danois, je n'utilise pas je n'utilise jamais ce mot de fascisme. Non, mais vous remplacez fasciste par franquiste, franquiste par pétainiste. Gérard, une question. Les Danois sont pétainistes? Parce qu'ils ont la préférence nationale? Je vous pose la question, puisque eux... Non, ils n'ont pas, c'est pas vrai, c'est pas la préférence. En tout cas, ils ont mis un certain nombre de règles dont on devrait s'inspirer. Mais vous êtes contre la préférence nationale? Pour certaines. Ah oui, la préférence nationale, oui, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que quand vous êtes salarié, vous n'avez pas à être pénalisé en fonction de vos origines. C'est aussi bête que ça. Et quand vous êtes artiste non plus. Il n'y a pas la préférence nationale. Vous n'avez pas à être pénalisé en fonction de votre... Je trouve ça très grave. Bien sûr que je suis contre le principe de la préférence. Quand vous êtes artiste, ce qui n'empêche que chaque pays fixe des règles à l'immigration. Bien évidemment qu'il faut. Mais c'est pas la question de l'immigration là, c'est la question. Vous qui voyagez beaucoup dans le monde, vous savez pertinemment, même sur le terrain touristique, que dans la plupart des pays du monde, vous avez par exemple un tarif pour les étrangers et un tarif pour les locaux. C'est une préférence nationale. Quand vous me dites les artistes, ça n'a rien à voir. L'exception culturelle française est une préférence nationale. Alors là, de bout en bout, même au sein de l'Union européenne, figurez-vous. Donc c'est évidemment une préférence nationale. C'est-à-dire comme c'est français... Vous savez que les chaînes de télévision sont obligées de diffuser 40% de cinéma français. C'est une préférence nationale? C'est une préférence nationale. C'est la même chose. Ah bon, la création. Non mais c'est jamais la même chose. En fait, on ne peut pas parler parce que les choses les plus simples... C'est pas la même chose. Gérard, le principe... Et vous savez très bien d'ailleurs que les avances sur recettes bénéficient largement à des coproductions internationales, donc étrangères. La pause. Non mais la pause. Non mais en fait, Gérard, moi je vous adore, vous savez bien. Oui, je sais bien. Je vous adore, mais c'est-à-dire qu'on ne peut... Ce qui est compliqué dans les discussions, c'est que si je dis le téléphone est noir, vous me dites c'est pas la même chose. Non. Si je vous dis, mais ça peut justifier que les chaînes de télévision doivent diffuser 40% d'œuvres françaises et que c'est une préférence nationale, vous me dites non. Alors là, je suis démuni en fait. Parce que c'est une préférence nationale. Vous prenez un exemple qui est tout à fait particulier. Et donc, vous condamnez pas par principe. De même que, alors je vais aller dans votre sens, de même que les postes de fonctionnaires, un certain nombre ne sont pas. Oui, c'est parfois des uns et des autres que nous croisons dans ce beau métier. Donc, ça nous fait plaisir. Vous partagez d'ailleurs ça avec Gérard Leclerc, qui est à la vie
Comme à l'antenne, le même. C'est dire si nos conversations sont compliquées à la vie. Mais en revanche, vous êtes venu parce que vous êtes sur scène aujourd'hui, vous avez été animateur. Alors souvent on reçoit, on a une partie un peu plus magazine entre 10h et 10h30, mais là je vous ai demandé de venir un peu en avance, parce qu'à figurez-vous qu'à 10h on sera avec le professeur Raoult. Très bien. Ah là, je ne peux pas lutter. Oui, vous n'avez pas eu le Covid. Je suis là pour vous apporter un petit peu un peu la bonne humeur, parce que vous savez que je suis un peu là, je suis un peu dans la famille là. Je vous suis assez régulièrement, donc je me dis tiens, je vais venir parler d'une pièce qui va faire sourire les gens. Oui, puis en même temps, il y a un petit thème de société dans cette pièce. Absolument. Donc ça peut aussi nous intéresser. Vous avez présenté Télématin longtemps avec Gérard. Oui. Bon, il était gentil ou pas? Oui, on s'entendait bien. Très bon souvenir. Vous avez eu le Covid? Je l'ai eu assez rapidement, et ça n'a pas duré trop longtemps, et je l'ai eu, j'ai eu une chance incroyable, j'étais en tournée, et je l'ai eu ça a duré une semaine, et mais j'ai perdu l'ouïe, l'odorat, l'ouïe, l'odorat, le goût. Ah oui. Parce que Louis, c'était encore là. C'était encore. Je suis devenu aveugle. Bon, on sera avec Didier Raoult tout à l'heure à 10h, s'il nous fait l'amitié d'être là. Audrey Berthaud, on est en retard, Audrey. 9h33. Une fusillade a eu lieu à Montpellier. 2 personnes ont été blessées par balle hier soir dans le quartier de Saint-Martin. Une quinzaine de détonations ont été entendues dans le voisinage. Un homme, considéré comme pouvant être l'auteur des tirs et qui est connu de la justice, se serait réfugié hier soir dans un appartement à proximité. Le Sénat s'apprête à voter une réforme de la douane, sécurisation du droit de fouille des douaniers, modernisation de leurs moyens d'action ou encore un renforcement des sanctions contre le trafic de tabac. Les sénateurs se prononceront cet après-midi par un scrutin public. Et puis la Russie accuse Kiev d'attaque terroriste. La capitale russe a été visée ce matin à l'aube par une attaque de drone. Il y a des dégâts mineurs sur des bâtiments. Aucune victime n'est à déplorer, c'est ce qu'a indiqué le maire de la ville. Cette attaque fait suite à celle de Kiev par des drones russes cette nuit. Donc vous serez au Théâtre Berthaud entre le 17 mai, depuis le 17 mai jusqu'au 23 juillet, qui est sur le boulevard des Batignolles. C'est ça, 78 boulevard des Joli théâtre, beau très, théâtre. Très, très joli. C'est une création? Alors, figurez-vous que cette pièce, je l'ai jouée il y a 30 ans. Oui, Pascal, je l'ai jouée il y a 30 ans et c'était un cadeau de la vie. Il y a 30 ans, j'étais en tournée avec Roland Giraud, qui jouait le rôle de Georges Ménigaud. Voilà. Et moi, je jouais le rôle du pizzaiolo. Exactement, qui pique la femme. Voilà. À ce grand industriel qui fait partie du CAC 40. Et 30 ans après, je reçois un coup de fil de Geoffrey Bourdonnais qui fait la mise en scène et qui me propose une pièce. Et je lui dis gentiment, mais j'en ai déjà une autre. Mais il me dit, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Ah bon, mais de quoi s'agit-il? Sans rancune. Et je trouve que c'est un cadeau incroyable de la vie qui prouve que, Pascal, il faut durer. Oui. Quand même, pour pouvoir faire 30 ans après, pour reprendre le rôle que vous avez interprété. Voilà. Et je pense tous les soirs à Roland Giraud et Gérard Hernandez, qui jouait le rôle de l'associé, qui est interprété par Julien Cafaro aujourd'hui. Bon, parce qu'effectivement, alors, je disais qu'il y avait un petit thème de société, parce que c'est un type qui rentre chez lui et sa femme lui annonce qu'elle part, mais elle part avec un homme qui a 20 ans de moins. Donc vous, voilà. À l'époque, vous jouiez celui qui a 20 ans de moins et aujourd'hui, vous faites le mari. C'est ça. Et oui, et non seulement, pourquoi c'est un thème de société, c'est qu'elle part avec un petit jeune, ce qui, à l'époque, était quand même... Jean Poiret faisait quelque chose auquel on n'était pas habitué. On accepte qu'un mec de 70 ans parte avec une petite jeune de 20 ans, mais l'inverse... On l'accepte de moins en moins, si vous me permettez. Bon. Aujourd'hui, la société, d'ailleurs, a un regard qui serait très culpabilisateur. Et il est pizzaiolo. Oui. Et il sert des pizzas. Eh oui. Et alors ça, il a du mal. Ça pour lui, c'est terrible. Ça aurait été mieux qu'il soit au CAC 40. En même temps, une femme qui sort avec ou mariée avec un type du CAC 40 qui part avec un pizzaiolo, c'est vrai que c'est pas fréquent. Ben voilà, mais ça peut exister, bien sûr. Donc je précise que je tiens... Elle est peut-être partie avec l'argent de son mari, d'ailleurs. Bon, alors, on verra d'ailleurs tout à l'heure un extrait. Simplement, on termine peut-être sur Elisabeth Borne, la normalisation du RN. D'abord, est-ce que c'est tactiquement bien joué de la part de Madame Borne et en général d'expliquer que Marine Le Pen est l'héritière du pétainisme? Est-ce que d'abord les jeunes générations... On va écouter, hier elle était sur ce plateau, Bérangère Bonte. Il est possible que les jeunes générations ne sachent même pas de quoi on parle. Écoutez Bérangère Bonte.
C'est une fille de déportée dont le père s'est suicidé 27 ans après être rentré des camps, dont toute la famille paternelle a été décimée. C'est impossible d'oublier cet élément-là. Et à la limite, on peut avoir des débats d'historiens interminables, mais je veux dire, ça, moi j'entends ça d'abord et avant tout. Mais elle est Premier ministre. Attendez. Non, mais on est d'accord. Mais on est Premier ministre et on est un être humain, après tout, quand même, un tout petit peu. Bien sûr. Et ça n'excuse pas tout, et ça n'excuse pas... voilà. Mais historiquement, c'est pas non plus complètement délirant de se souvenir... et de rappeler, puisque c'est ça l'exercice de mémoire, après tout, pour le plus jamais ça, il passe par rappeler effectivement qu'en 72, la dizaine de fondateurs du Front National, une partie quand même, avaient des liens, soit avec l'OAS, soit avec le gouvernement de Laval. Enfin, franchement, c'est historiquement vrai. Voilà. J'entends ce que dit Bérengère Bonte, mais ce qui m'agace le plus depuis toujours, c'est le 2 poids 2 mesures. Faut dire à Fabien Roussel qu'il est l'héritier de Staline à ce moment-là. Alors vous allez lui dire quand vous allez le recevoir. Et puis il faut dire à Marie-Georges Buffet et puis à tous les communistes, vous avez soutenu et même vous êtes engagés parfois à 20 ans avec des gens qui soutenaient des régimes totalitaires, etc. Et c'est ce 2 poids 2 mesures qui m'agace un peu. Vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet. Non, moi je suis issu du mouvement gaulliste. J'étais UMP, LR. Je n'ai pas du tout la même histoire, ni la même culture que le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Pour autant, les électeurs, manifestement, parce que vous êtes à 3%. Oui, mais il vaut mieux rester soi-même. On n'est pas à 3%. Vous étiez à 4. Non, mais attendez, là, vous parlez des élections présidentielles. Bon, oui, je parle effectivement, c'est un indicateur comme un autre. D'accord. Et alors, je préfère rester ce que je suis que de devenir ce que je ne veux pas être. Vous avez vu la une du Monde, je vous coupe, la une du Monde dimanche, la tentation illibérale des LR. Oui. La une du Monde. Oui. La tentation, c'est-à-dire que vous êtes dans un espace médiatique qui est dominé par cette idée, même les LR qui vont venir sur l'immigration, dire au fond des paroles, pourquoi pas de bon sens, ça devient... Parole de bon sens de dire qu'il faut réglementer l'immigration, c'est ça. Bon, ça devient la tentation illibérale pour le journal Le Monde. Oui. Mais alors, concrètement, si vous voulez, il est certain que le Rassemblement national n'est plus le Front National. L'histoire de sortie de l'Europe, c'est fini. De sortie de l'euro, c'est fini. L'immigration zéro, c'est fini. Donc, il y a une forme de normalisation. Pour autant, ce qu'a dit la Première ministre, moi, je trouve que c'est extrêmement blessant pour tous les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. On ne peut pas dire, effectivement, qu'on est directement les héritiers de Pétain, et je vous rejoins là-dessus, on pourrait dire la même chose pour les communistes aujourd'hui, alors, par rapport à Staline. Donc voilà, mais pour autant, on a quand même une différence majeure, une histoire complètement différente, qui fait que, de mon point de vue en tout cas, et je ne le souhaite pas, il n'y aura jamais cette fameuse alliance des droites que certains aspirent de leur vœu. Non mais sur la question de la culture entre... Et c'est pour ça que vous faites 4%, c'est bien déjà... on continuera à convaincre les électeurs. Parce qu'en fait, vos électeurs ne sont pas d'accord avec vous, c'est ça que je veux vous dire. C'est ça que vous n'avez manifestement pas compris. L'alliance des électeurs, elle s'est faite. Elle s'est faite dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait récupéré 10 points à Jean-Marie Le Pen à l'époque en parlant d'identité nationale. Elle se fait sur les thèmes politiques. Évidemment que les électeurs ne choisissent pas une culture d'origine par rapport à une autre. Il n'y a jamais eu d'accord. Il y a eu des accords régionaux. Ah oui, ça a été dénoncé. Non, il y a peu importe, il y en a eu. Charles Millon, par exemple, on parlait à la terminé. En tout cas, il y a des accords faits factuellement par les électeurs. Ça, c'est absolument indiscutable. Dans un sens comme dans l'autre. Ils choisissent le meilleur qui puisse gagner. Donc, politiquement, vous avez des choses en commun. La dernière proposition de loi immigration étant évidemment le plus bel exemple. Et vous savez qu'en plus, initialement, la culture gaulliste, anti-gaulliste, elle se fait beaucoup plus sur l'Algérie française que sur la Seconde Guerre mondiale à l'époque. C'est vrai. C'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce que dit Bérengère Bonte est assez significatif. Il y en a qui étaient à l'OS, d'autres dans le gouvernement de Laval. C'est pas la même époque et cette confusion révèle bien qu'il y a une énorme confusion dans la compréhension de ces cultures-là différemment. Maintenant, la question, c'est politiquement aujourd'hui. Et dans ce que dit Bérengère Bonte, je retiens une chose. C'est pas complètement délirant, dit-elle, de rappeler qui a fondé le Front National à l'époque. Alors, c'est d'autant moins délirant que depuis le début, c'est beaucoup plus stratégique que moral. Parce que, en effet,
François Mitterrand a beaucoup moins gêné par ses amitiés. On aurait pu se dire, moi, c'est impossible, en raison de mon histoire personnelle ou de mon histoire familiale, de travailler avec quelqu'un qui a reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. Eh bien non, c'est pas ça qui gêne, évidemment. C'est stratégiquement sur le terrain politique, beaucoup plus que l'histoire initiale. Vous pensez bien qu'il n'y a pas un électeur du Rassemblement national aujourd'hui qui est nostalgique de je ne sais quel aspect du pétainisme, c'est-à-dire de la collaboration, en l'occurrence. Vincent Herouette. Non, ce qui m'étonne un petit peu dans ce que vous dites, c'est que si on parle de pétainisme, on parle des partisans de la collaboration avec l'Allemagne. Les gens qui, pendant la guerre, se sont ainsi aveuglés, étaient pas du tout eurosceptiques. Au contraire, ils étaient pour l'Europe allemande. Ils n'étaient pas du tout contre l'immigration. Ils étaient au contraire pour le STO. Ils étaient pour les Allemands chez nous, etc. Je veux dire, assimiler ce qu'il y a de conservateur, ce qu'il y a dans la droite radicale, qui est hostile à l'idéologie bruxelloise, on appellera ça comme ça, à Pétain, c'est totalement absurde. Pardon, mais ça n'a pas de raison d'être. Ça signifie rien, ni sur le plan historique, ni sur le plan idéologique. Je me suis mal fait comprendre, alors. Franchement, on ne voit pas à quoi ça correspond. Pétain, travail, famille, patrie. Je parle pas de alors, Pétain, effectivement, je parlais du sur le Front travail, National. sur la famille, sur la patrie, effectivement, il y a une idéologie, droite-gauche d'ailleurs, qui est profondément hostile à l'affirmation de ces valeurs-là qui ont été brandis par les pétainistes, et sans doute d'une manière usurpée, et sans doute une manière qu'ils ont un peu discrédité. Mais si vous allez au fond des problèmes, on voit même pas de quoi on parle. Oui. Un dernier mot, quant à Elisabeth Borne, on comprend bien, j'écoutais ce que disait notre consoeur Bonte, je comprends très bien, effectivement, elle est la fille d'un déporté. Mais bon, faire le procès dans ces cas-là à Marine Le Pen est absurde, parce que Marine Le Pen elle-même est la fille d'une pupille de la nation. Jean-Marie Le Pen était pupille de la nation, au cas où vous l'auriez oublié. Lui aussi a été frappé dans sa vie, dans sa jeunesse, par la guerre. Il est un enfant de la guerre. Il n'était pas collabo, Jean-Marie Le Pen. Il était au contraire victime de la guerre. Il y a vraiment une espèce de confusion totale. On brandit des anathèmes avec des mots qui stupéfient l'intelligence, qui anesthésient la mémoire, et on ne sait même pas de quoi on parle en réalité. Et qui rendent binaire une période qui a été horriblement compliquée pour tous les Français. Voilà, moi j'ai cité 50 fois le livre de Ramon, de Dominique Hernandez, le fils de Ramon Fernandez. Ramon Fernandez. Et tu t'aperçois, par exemple, qu'à l'enterrement de Ramones, qui est à l'église Saint-Sulpice, t'as tout le monde. T'as Robert Anselme qui est là, t'as Marguerite Duras, t'as tout le monde. T'as tous les gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, etc. C'est-à-dire que les frontières sont infiniment plus poreuses. Bien sûr. Alors qu'on regarde ça aujourd'hui avec des lunettes. Et d'ailleurs, c'est la phrase de Mitterrand qu'on a dit 50 fois. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Évidemment. Et comme cette période-là, on ne peut quasiment pas en parler, parce qu'on a un regard binaire dessus, depuis 70, parce qu'avant, en fait, c'est Paxton qui change tout. Avant, les choses étaient... Oui, bien sûr que c'est paradoxal. Enfin, Pascal, est-ce que c'est Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen qui a parlé du détail en parlant des chambres à gaz? Vous avez raison. Ah oui, mais pardonnez-moi, mais je suis obligé de le rappeler. C'est d'anachronisme. Parce que il s'est mis en moi, j'ai grandi politiquement avec ça. Il s'est mis en dehors du champ politique. Le Durafour crématoire, vous vous souvenez? Il s'est mis en dehors, Jean-Marie Le Pen, avec cette phrase, s'est mis en dehors définitivement du champ politique. Oui. Voilà. Vous avez parfaitement. Vous comprenez. Vous avez parfaitement. Vous comprenez bien que c'est quand même justement pas tout à fait un parti comme les autres. Mais c'était dans les fêtes du Front National de l'ancien. Vous aviez toujours des stands je vous répète à la gloire de Pétain. Georges Marchais a dit que sous 80 ans de communisme, le bilan était globalement positif. Avec 50 millions de morts, c'est pas non plus un parti comme les autres. Permettez-moi de vous le dire comme ça. Il y a une petite différence. Il y a une différence, c'est que, avec beaucoup de retard et très tard, etc., mais le Parti communiste, après notamment le 20e congrès du Parti communiste soviétique, a rompu avec le stalinisme, clairement. Mais les communistes... Alors que le Front National a toujours une attitude. Le Front National a toujours eu une attitude ambiguë. Vous avez cité le détail de l'histoire, etc. Oui. Je suis désolé, c'est pas rien comme phrase, c'est pas neutre. Bien sûr que c'est pas rien. Et voilà, tout le problème, il est là, c'est que le Front National
Enfin, derrière que le Rassemblement national, on parle du détail quand on parle de Marine Le Pen, mais si vous voulez, effectivement, ça ne me semble plus. C'est pour cette raison précise. Ça ne me semble plus le sujet. Mais continuez parce qu'il ne fait que monter comme ça. Non, pas du tout. Mais moi, je continue comme ça, pas. Vous le mettrez au. Oui, c'est de l'anachronisme. Je pense qu'effectivement, c'était pas sans rancune. C'était pas très habile de la part d'Elisabeth Borne. La diabolisation, ça ne marche plus. Voilà. Je pense que c'est malheureux parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. La diabolisation ne marche plus. Mais non, pas du tout. Donc je vous renvoie à la chanson de Jean Ferrat, tiens, le bilan. Ah, nous en ont fait avaler des couleuvres. Bien sûr. Etc. Alors, le comédien que vous êtes, l'animateur que vous êtes, a toujours fait attention à ne pas entrer peut-être dans le débat politique parce que vous savez que c'est clivant et oui, et puis surtout j'ai pas envie de prendre de coups parce que des idées vous en avez forcément. Il faut savoir où on se place, où on est, à quel moment dire les choses, savoir ce qu'elles vont provoquer, savoir si c'est vraiment intéressant et si vraiment je suis là et j'ai les compétences pour parler de tout ça. Je pense que c'est important par rapport à ce qu'on vit en ce moment sur les réseaux sociaux où tout est lâché comme ça à la vindicte avec ce dont vous parlez assez régulièrement, cette espèce de justice populaire. Donc moi j'essaie je pense que c'est très 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 important de faire attention. Et la seule chose que je voulais dire, c'est que il me semble, moi je suis père de famille, si on se baladait dans la rue et qu'on posait toutes les questions et tous les thèmes qu'on vient d'évoquer là aujourd'hui, on aurait des réponses assez surprenantes parce que quand on dit aux gens n'oubliez jamais, eh ben il y en a pas mal qui savent pas, voilà, qui ne connaissent pas l'histoire. Il faudrait faire un reset total à l'école pour parler de Pétain, de la guerre de 14, de 39-45, de ce qui s'est passé avec Staline, avec Lénine, et à partir de là, on peut commencer à se forger des idées. Je vous rappelle qu'il y a une gare en France qui s'appelle Stalingrad. La bataille de Stalingrad, elle a existé. Oui, bien sûr. La bataille de Stalingrad a existé. Oui, bien sûr. Et la première défaite qui a été essentielle face au nazisme, c'était à Stalingrad. Je vous rappelle quand même que les Russes ont eu 30 millions de morts. Quand même. La même. Ça, c'est des sans faits. rancune. Sans rancune. Bon, 20, c'est déjà pas mal. 20 à 30, oui, bon. D'abord, vous ne changez pas. Ça me coûte très cher. Mais non, mais c'est vrai. Vous avez présenté combien de temps Motus ? J'aime raconter ça. Moi, j'ai commencé Motus un été 90. Voilà, j'ai signé pour 2 mois. Voilà, juillet, août. Vous savez, ce genre d'été, des émissions qu'on signe l'été, parce qu'on fait des essais comme ça pour voir si ça va marcher, tout ça. Ça a pas mal marché. Donc la direction de l'époque ça a duré 29 était dirigée par Marie-France Brière. Elle dit on va continuer jusqu'à décembre. Et puis de décembre, on est allé à juin. Et puis j'ai vu passer 10 présidents de France Télévisions, 18 directeurs des programmes, et puis 29 ans de Motus. C'était programmé à quelle heure, midi ? Pardon ? C'était programmé à 12h ? C'était un horaire qui n'était pas facile. C'était entre 11h moins le quart et 11h, quoi. Alors, vous savez que tous les matins, nous, avec Marine Lançon et puis quelques amis, on s'amuse à jouer à Sutom. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, c'est ça qui est incroyable. C'est que alors, je voulais vous montrer le Sutom du jour. Vous voyez, ça, c'est le Sutom du jour. Ça commence par un P. C'est celui de... Ouais, non, c'est pas celui du jour. Ah ouais, c'est pas celui du jour du tout, c'était avec un C, mais on l'a fait tout à l'heure. Et je veux dire poulet, Marine. Ouais, elle dit poulet. Bon, P-O-U-L-E-T. Ouais, alors là, on peut pas malheureusement le jouer, mais tous les matins, on fait, puis on a une boucle. Et puis alors, il y en a qui ont... Est-ce que vous aviez la boule noire ? La fameuse boule noire. Ouais, ça. Non, mais bon, alors, en tout cas, c'est un succès, et puis ça amuse les gens. Alors, on va peut-être voir un petit extrait quand même de la bande-annonce que vous nous avez annoncée, parce que l'actualité est si lourde ces temps-ci que si les gens peuvent aller au théâtre, il y a du monde ? Ah oui, c'est formidable parce que le public a vraiment besoin de ça parce qu'on a quand même traversé et on traverse des moments quand même assez compliqués. Je dis souvent, j'ai l'impression qu'on est dans une lessiveuse, là, c'est incroyable. Oui, et puis ça fait un moment que ça tourne. J'espère qu'ils vont ressortir du linge propre parce que c'est... Ça, j'en suis pas sûr. Mais voyez cette petite bande-annonce qui va peut-être nous faire sourire. Sûrement. Je pense. Qu'est-ce que tu fais ? Je te quitte. Qu'est-ce que c'est que ce type ? Il a quel âge ? 30 ans. Bye bye, Marie, bye bye. Vous êtes danseur mondain ? Non, serveur. Oui, non, mais il y en a qui se font des bons mois, tu sais. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça ? J'en sais rien. Non, parce que, soyons lucides, vous et moi, vous n'êtes pas beaux. On
voudrait se marier, seulement on voudrait pas le faire sans votre consentement. Alors là, dis donc, t'es bien tombé avec celui-là. Hein. Garde-le, moi je te le dis, garde-le. J'avais l'impression que vous entendiez tellement bien, jamais un mot, jamais un cri. On n'avait même plus besoin de se parler. Je te donne 10 secondes pour choisir entre cet homme et moi. Cet homme. Elle a hésité un peu quand même. Alors, je vais citer les personnes que vous avez vues. Il y a Julien Cafaro, Marie Parouti, Mathieu Briquen et Marie Coutan. C'est du 17 mai au 23 juillet. C'est au Théâtre Hébertot à Paris. Et c'était une adaptation de Jean Poiret. Ah oui, ça c'est Il l'avait joué, Jean Poiret ? Je ne crois pas, Ouais, mais c'est sa dernière adaptation, et je peux vous dire qu'il y a des... Là où c'est le terme à la mode, il y a des punchlines dans cette pièce qui sont incroyables. Il y en a une qui est exceptionnelle. Quand je dis à ma femme, écoute, je comprends pas comment tu peux me quitter. Enfin, je sais pas, moi. Si t'étais pas heureuse, t'avais qu'à devenir alcoolique, comme tout le monde. Ça, c'est magnifique. Et des phrases comme ça, voilà. Poiret avait ce talent d'interpeller Dieu. Voilà. Et j'espère que Dieu est là, ou du moins de ses représentants. Et puis hop, voilà, ça et je peux vous dire ça peut parler effectivement à la salle. Alors, on va marquer une pause. J'espère qu'on sera avec le docteur Raoult dans une seconde. Mais c'est vrai que l'énergie de Poiret, comment dire, sa qualité d'acteur et puis aussi d'écriture, mais de jouer le boulevard, ça demande une énergie folle, quoi. Faut y aller. Et parfois, je vois des acteurs qui s'essayent au boulevard. Je suis pas sûr qu'ils soient calibrés pour le faire. Alors, Pascal, pas de nom. je vous je pense à un notamment. Vous venez au Théâtre Hébertot et vous allez prendre... Ben oui, parce que vous avez l'énergie. Vous faites bonheur pendant 2 heures et vous allez ressortir de là et vous allez nous faire des émissions. Il y avait des acteurs avec une banane. Mais de boulevard. Alors, je pense à Jacqueline Maillot, bien sûr, je pense à Jean Poiret, je pense à Jacques Joanneau, qu'on cite pas suffisamment, mais qui était un acteur de boulevard exceptionnel, qui avait justement... idéal de Jacqueline Maillot. Voilà, il fallait cette énergie. Exceptionnel, Michel Roux, bien sûr. Il faut en avoir sous le pied, c'est dans le jarret. Je suis d'accord. Voilà. Alors, restez quand même avec nous parce que vous allez nous... Je salue Didier Raoult qui est avec nous et qu'on va pouvoir interroger et qui répond aux accusations graves qui sont portées dans une tribune publiée par Le Monde. Mais d'abord, le rappel des titres avec Audrey Berthaud. Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Le ministre des Comptes publics s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il annonce vouloir doubler le montant récupéré par l'administration d'ici la fin du quinquennat. Il souhaite également fusionner la carte vitale et la carte d'identité dans le but de lutter contre ceux qui profitent de soins gratuits. Une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre un mineur. C'est ce que souhaite le sénateur Xavier Iacovelli du Parti Renaissance. Il veut envoyer un message important pour les victimes. À ce jour, un mineur peut porter plainte pour agression sexuelle jusqu'à 10 ou 20 ans après sa majorité. Enfin, en Ouganda, l'annonce de la promulgation d'une nouvelle loi prévoyant de lourdes peines jusqu'à la peine de mort pour les relations homosexuelles suscite l'indignation dans le monde entier. Le chef de l'État a approuvé le texte qui devient désormais la loi anti-homosexuelle 2023. Une ONG a annoncé avoir saisi la haute cour de l'Ouganda. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Je vous entends bien, on vous voit un peu dans la pénombre pour tout vous dire, dans un clair-obscur. Alors, je vais essayer de résumer. Tout est parti d'une étude en mars que vous avez publiée, où vous avez donné les résultats des 30 000 patients Covid que vous avez traités. Et je vais essayer de résumer en une phrase. Vous avez dit... étude des 30 000 cas de Covid 2020-2021, efficacité de l'hydroxychloroquine et du vaccin pour éviter la mort. Ça, c'est ce que vous avez publié. Et du coup, une tribune qu'a publié le journal Le Monde, qui est lancée à l'initiative d'un professeur qui s'appelle Molimar, qui est chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, dénonce précisément ce protocole que vous avez mis en place et parle de études sauvages. C'est vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour, est-il écrit dans cette tribune. Vous avez dit d'ailleurs que c'était une tribune d'imbéciles. Alors, cette tribune souligne que non seulement l'hydroxychloroquine ne sert à rien, mais qu'en plus, ça peut aggraver certains cas, voire mourir certains patients
qui n'étaient pas au courant du traitement qu'ils recevaient. Donc c'est des accusations extrêmement graves. Vous risquez ou vous risqueriez, je parle au conditionnel, bien sûr, 3 ans de prison pour cela. Donc je voudrais d'abord peut-être que vous répondiez sur l'hydroxychloroquine, selon vous toujours, et on est aujourd'hui au mois de mai, est-ce que vous pensez toujours que la combinaison hydroxychloroquine azithromycine est associée, comme c'est écrit, à une mortalité au moins 5 fois inférieure à celle des autres thérapeutiques. En clair, est-ce que selon vous, aujourd'hui, ça marche ? Oui, en pratique, non seulement selon moi, mais je vais vous expliquer la démarche. Si vous voulez avoir une vision non biaisée, c'est-à-dire qui prend toutes les études au monde, il y a un site qui fait ça, que je vous recommande, qui s'appelle Early C19, sur lequel qui est mis à jour toutes les semaines, sur lequel il y a 2600 études qui ont été analysées, dont 393 sur l'hydroxychloroquine, et dont les résultats sont très très proches de ce que nous avons, c'est-à-dire en fonction du traitement précoce, ambulatoire ou traitement hospitalisé. Donc on est très rassuré là-dessus. Cette étude-là, c'est une étude, la raison pour laquelle elle suscite des réactions aussi violentes est intéressante. La première, quand on a commencé à parler d'hydroxychloroquine, l'attaque qui a eu lieu, alors qu'on parlait simplement de la diminution de la charge virale, qui a été confirmée d'abord dans une autre étude qu'on a faite et d'autre part par les normes essais solidarité. Il y a une baisse de la charge virale quand on donne de l'hydroxychloroquine. C'est un papier qui est sorti d'un Annals of Internal Medicine. Il n'y a que Antenne 2 qui croit que ça ne marche pas. Donc ça, c'est un premier point. On a commencé par dire qu'on mentait. Après, on a dit que ça tuait. Donc ça, c'est le fantasme du Lancet Gate qui fait croire, et on a un ministre qui réagit dans les 48 heures pour dire qu'il faut arrêter l'hydroxychloroquine. Ça tue 10% des gens à qui on donne de l'hydroxychloroquine, ce qui laisse pantois quand on a soit de l'expérience, soit qu'on connaît un peu la médecine tropicale ou la rhumatologie. On n'est toujours pas revenu de ça. Cette annonce a fait prendre des décisions au ministre sur lesquelles il n'est jamais revenu. Il a arrêté les essais en cours, randomisés en cours, alors qu'il y avait moins de morts dans le bras hydroxychloroquine que dans le bras traitement usuel. Il suffit de le regarder. Alors, j'ai compris votre réponse et ce qui m'intéressait, moi, c'est votre position aujourd'hui. Donc, vous êtes sur la même position. Vous considérez que cette combinaison est efficace et il y a une mortalité au moins 5 fois inférieure à celle des autres thérapeutiques. C'est ce que vous dites. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Alors, non, mais laissez-moi vous expliquer parce que je pense que c'est intéressant. C'est un jeu de Go, ce truc. Oui. Donc, on a commencé par dire 1 que je mentais, 2 que ça tuait, 3 que ça marchait pas. Donc là, on a des données. Pas que nous, le monde entier a des données. Et donc, à chaque fois, on est obligé de répondre à ça. Et la dernière réponse que l'on a, qui correspond à mon temps de travail, si vous voulez, c'est de mettre des données en ligne sur lesquelles il n'y a aucune possibilité de tricherie. Il n'y a aucune possibilité de dissimulation, puisqu'on a pris 100% sur la banque de données du CHU et de l'IHU des gens qui avaient été traités en hôpital de jour en hôpital. On a pris les traitements, non pas qui étaient marqués dans les dossiers, mais qu'on a demandé à la pharmacie centrale sur les ordonnances qui avaient été faites. J'entends, mais je voudrais, comme on a peu de temps, je vous assure, je voudrais pas qu'on aille trop dans les détails et qu'on soit sur les grandes lignes. Je sais qu'on me reproche souvent d'interrompre et je vous demande de pardonnez-vous et peut-être aussi aux téléspectateurs, mais autrement, on ne va pas s'en sortir, si j'ose dire, avec le temps qui est imparti. Alors, j'ai entendu votre première réponse, mais ce qui m'a interpellé, moi, dans votre tribune, que vous avez écrit, pas dans votre tribune, d'ailleurs dans votre étude, c'est, vous dites, ça marche partout dans le monde, à l'instant, mais en même temps, vous écrivez, l'efficacité tient en partie à sa prise en charge par une équipe particulière qui a soigné plus de 30 000 personnes. Les résultats ici ne peuvent être généralisés qu'à des patients similaires et une organisation de soins similaires et ne peuvent pas être extrapolés dans leur intégralité à d'autres centres. C'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous venez de me dire. Donc on a le sentiment, en lisant ça, et certains l'ont interprété comme ça, que ça ne peut fonctionner qu'à l'IHU de Marseille. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Eh bien, je vais répondre à ça, que si vous voulez, la médecine, c'est pas de l'informatique et c'est pas de l'évidence-based. La médecine, c'est un des éléments majeurs de la médecine, en particulier dans la médecine des affections aiguës, c'est le management, c'est la qualité du management. C'est est-ce qu'il y a des gens la nuit ? Est-ce qu'on répond quand les patients sonnent ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles
à tout moment? Est-ce qu'on mesure tous les paramètres à tous les moments? Nous, par exemple, chez les sujets âgés, quand la réanimation ne nous les prenait plus, au bout d'un moment, on a acheté des appareils qui permettent de faire de l'hyperoxygénation. Et donc, à la fin, nos taux de mortalité, qui est la seule chose importante, les taux de mortalité à l'IHU sont de l'ordre de 10% chez les patients hospitalisés. Il n'y a pas une série mondiale de patients hospitalisés qui ait des taux aussi bas. Ce qui a été publié en France est partout supérieur à 20%. Donc, ça veut dire, c'est pas juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, il y a le management, il y a l'hydroxychloroquine rapporte quelque chose, comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur et qui se traduit par des résultats. C'est les résultats qui comptent. D'ailleurs, vous le voyez bien, depuis le début, à chaque fois qu'on essaie de m'ennuyer, on essaie de m'ennuyer sur la forme, pas du tout sur les résultats. Moi, j'attends que j'en vienne sur les résultats. Je suis obligé de les saisir moi-même. Moi, j'ai demandé à l'IGAS et à l'ANSM de venir saisir les données sur le traitement par l'hydroxychloroquine. Ils ont dit chacun, c'est pas notre métier. Il y a une petite ambiguïté quand même, je le maintiens. Vous dites l'efficacité tient en partie à sa prise en charge par une équipe, et puis manifestement, vous dites dans les autres pays, là où on l'a associé, ça marche aussi. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite ambiguïté dans cette phrase. Mais vous y avez répondu. Et puis l'autre chose qui est importante, c'est cette affaire d'essai thérapeutique. Paraît-il que l'essai thérapeutique suppose la saisine d'un comité de protection des personnes, de l'Agence des médicaments, et le consentement écrit des participants. Et ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir fait une sorte de ces gens ont été des cobayes. En tout cas, c'est ce que disent ceux qui vous accusent et qui n'étaient pas au courant du traitement qu'ils recevaient. C'est d'ailleurs pour ça que vous pourriez aussi être poursuivi. Et c'est la troisième chose sur laquelle je voulais vous entendre et entendre votre défense. Cobayes ou pas? Bien sûr, c'est totalement faux. Il y a déjà 7 études françaises qui ont été publiées sur des études observationnelles rétrospectives qui inclut l'hydroxychloroquine sans qu'il s'agisse d'essais thérapeutiques. D'accord? C'est donc ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats. Ça s'appelle des études rétrospectives. On a traité les gens. On les a pas tous traités d'ailleurs par hydroxychloroquine, azithromycine. Il y en a pas dire de bêtises, vous voyez, sur 23 000, sur 30 000 personnes, il y en a 6 500 qui n'ont pas eu du tout d'hydroxychloroquine. Non, mais sauf que le Haut Conseil de santé publique avait déjà mis fin aux dérogations sur les prescriptions d'hydroxychloroquine et à l'IHU aujourd'hui, il n'est plus prescrit. C'est pour ça que moi, souvent, je dis sur ces sujets-là, des gens comme moi qui sont parfaitement ignorants de ces sujets-là, mais nous sommes démunis. Nous avons d'un côté vous qui jouissez d'une réputation importante depuis des années, et vous avez d'autres gens qui nous expliquent l'exact contraire. Donc, souvent, il m'arrive de dire je n'ai pas d'avis. J'observe quand même que peu de gens vous défendent aujourd'hui, professeur Raoult. Qu'il y a 16 sociétés savantes qui sont contre vous, que j'ai pas vu de grands médecins en France prendre de votre défense. Ça veut pas dire d'ailleurs que vous ayez pas raison, hein. Ça veut pas dire ça. Je n'entends pas des voix aujourd'hui allant dans votre sens. Alors, pour répondre à votre question sur la prescription d'hydroxychloroquine, c'est pas non plus très complexe. Vous devez vous rappeler que cette accusation qui avait été portée contre moi sur l'usage de l'hydroxychloroquine m'a fait l'objet d'un passage en conseil de discipline de l'ordre des médecins qui a conclu que je n'avais commis aucune faute et que je n'avais jamais mis en péril les médecins. Et ça, c'est de décembre 2021, c'est-à-dire le temps de la fin de cette étude. Ensuite, j'ai eu une inspection relativement malveillante envoyée par le ministre Véran qui comportait 8 inspecteurs qui ont passé 8 mois chez moi et qui n'ont pas fait de commentaires en 2022, sur l'usage de l'hydroxychloroquine. Le seul élément qu'ils aient marqué concernant tout ça en 3 lignes, c'est que la prise en charge du Covid a été particulièrement efficace dans le temps de cette... Oui, mais l'IHU aujourd'hui ne recommande plus votre prescription? L'IHU de Marseille? Écoutez, il faut le demander à d'autres, c'est plus mon problème à moi. On est dans une situation qui est très différente, que les gens ont un peu de difficulté à assimiler, parce que ça c'est un peu plus compliqué. Le virus que nous avons actuellement est un virus très différent des virus qu'on a eus jusqu'en 2021. Omicron est un virus qui rentre par une porte très différente de la porte par laquelle rentraient les autres virus. Cette porte, au lieu de rentrer dans une petite bulle
qui va fusionner avec les vésicules dans lesquelles rentrent les bases faibles dans l'hydroxychloroquine, rentre par une fusion de membrane, ce qui fait qu'elle n'est pas exposée à l'hydroxychloroquine quand elle rentre. Donc les données que nous avons in vitro, qu'a fait Bernard Lascola, qui sont des données préliminaires, montrent que Omicron n'est probablement pas sensible du tout à l'hydroxychloroquine, ni aux autres bases faibles. Et qui plus est, c'est une maladie qui est plus bénigne, donc qui ne justifie pas de faire ça. Donc il est vraisemblable que sur Omicron, il n'y a pas de justification biologique pour l'instant à utiliser. J'entends là aussi votre défense, mais en tout cas votre réponse. Depuis son arrivée à la tête de l'IHU Méditerranée, Pierre-Édouard Fournier, qui vous a succédé, a suspendu les essais cliniques impliquant la personne humaine. C'est important de le dire également. Et puis il y a ce pneumologue et pharmacologue Mathieu Molimard du CHU de Bordeaux qui estime que vos travaux constituent une déviance scientifique doublée d'un scandale en raison de l'inaction des autorités. Il a des propos très durs sur vous. Il dit que vous n'êtes pas, lui est pharmacologue, que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Moi, je l'ai eu en plus au téléphone, donc il a des mots extrêmement durs. Il dit que vous n'êtes pas spécialiste là-dedans, que vous êtes un danger pour la science et qu'il souhaite vous faire condamner pour ce que vous avez fait. Nous demandons des actions au niveau pénal, ordinal, du côté de la haute autorité de santé, du comité national d'éthique. Sinon, on ouvre la voie à un retour à la médecine du 19e siècle où un médecin pouvait administrer selon son intuition n'importe quel médicament à ses patients. Donc c'est vrai que cette querelle-là nous saisit parce que les propos qu'il tient sur vous nous interrogent, disons-le, Monsieur Raoult. Oui, mais je comprends, hein, je comprends très bien qu'ils soient nerveux. Si vous voulez, je comprends que les gens qui ont, si vous voulez, pris une position aussi ferme sans avoir la moindre notion de l'analyse réelle des données, qu'il suffit de regarder. C'est parce que les gens ne regardent pas les données. Moi, j'ai pas rien. Les pharmacologues, en fait, il dit l'exact contraire. Il vous reproche ce que vous lui reprochez, en fait. Non, mais attendez, vous plaisantez. Vous savez depuis combien de temps j'utilise l'hydroxychloroquine en maladie infectieuse? Vous avez une idée? Oui, mais pas pour le Covid, par définition. L'hydroxychloroquine, que vous l'utilisiez pour le palud, c'est autre chose que ça. Il dit que lui, le pharmacologue qu'il est, dit c'est pas adapté. Monsieur Pro, ne faites pas comme les autres, laissez-moi terminer la phrase. J'utilise depuis 30 ans ce médicament en maladie infectieuse pour traiter 2 infections chroniques qui sont la fièvre Q et la maladie de Weibel. C'est des malades que je traite pendant 1 an, 2 ans avec de l'hydroxychloroquine, chez qui je fais régulièrement des dosages. C'est-à-dire j'ai regardé dans les 4 dernières années, avant qu'on commence, on a évalué que pour avoir une activité sur l'acidité intracellulaire, il fallait 1 microgramme par ml de sérum. Et donc, on mesure ça, et j'ai regardé, avant qu'on commence ça, les 4000 derniers dosages que nous avions faits chez les patients qui prennent 600 mg par jour. C'est pour ça que nous, on a donné 600 mg par jour, et c'est pour ça qu'il y a des études qui ont donné 2,4 grammes et qui ont eu des accidents. Il y a des études qui ont donné 400 mg et qui n'ont pas marché. Nous, on donne depuis 30 ans 600 mg par jour, et c'est une référence mondiale, le traitement. J'entends ce que vous dites. Dernière chose, parce qu'effectivement, c'est forcément ce qui est intéressant, c'est de vous donner la parole, mais en même temps, c'est difficile de connaître aussi précisément ces sujets comme vous les connaissez, comme M. Molimard le connaissait. Mais si par exemple, je demandais à M. Molimard un face-à-face avec vous, est-ce que vous accepteriez? Non, il n'y a pas de raison. Si vous voulez, je veux bien parler avec des gens qui ont une compétence sur le domaine. Trouvez-moi un papier sur l'hydroxychloroquine d'avant qui soit autre chose qu'un commentaire. Donc lui, il est pharmacologue, mais à vos yeux, il n'a pas de compétences. Je pense que M. Molimard peut-être refuserait de la même manière d'échanger avec vous, je n'en sais rien. Je trouve que c'est dommage, simplement, c'est Molimard d'ailleurs, hein, j'ai dit Molimard. Les pharmacologues, ça ne veut rien dire, c'est comme vous dites infectiologue, il y a de tout dedans. Là, pour l'instant... Oui, mais le problème, c'est que... Alors, je vais vous dire autre chose, parce que je parle quand même avec pas mal de médecins, et j'ai découvert, entre guillemets, l'ego des médecins depuis 24 mois, parce que j'ai eu M. Molimard ce matin, précisément, c'est « moi, je sais, vous ne savez pas ». Et quand vous parlez à un spécialiste, un infectiologue, un pharmacologue, il dit « moi, je sais, et l'autre ne sait pas ».
Et c'est très compliqué, effectivement, pour le journaliste. Et j'expliquais tout à l'heure au téléphone à M. Molimar, et croyez-moi, c'était compliqué, le rôle que je jouais. Parce qu'il pouvait même, moi, m'accuser de vous avoir donné la parole ou d'avoir fait la part belle à ceux qui ne pensaient pas comme lui. Donc, c'était assez tendu, d'ailleurs, notre discussion que j'ai eue tout à l'heure avec lui. Bon, est-ce que vous allez porter plainte ou est-ce que vous allez tenter une action en justice pour diffamation, que sais-je? Monsieur Pro, encore une fois, je ne suis pas... Mais bien entendu, on ne fait pas les mêmes métiers, donc on ne peut pas voir les choses de la même manière. Moi, je n'ai, la plupart du temps, je n'ai pas d'opinion. Je ne me vois pas, vous voyez, comme ce monsieur Molimar, ou ces gens qui écrivent des tribunes. Moi, jamais de ma vie, je n'ai écrit de tribune ni contre l'un ni contre l'autre. J'ai autre chose à faire que m'intéresser au travail des autres, parce que j'ai déjà trop de travail moi-même. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler des données, ce que j'ai fait. J'ai accumulé un nombre de données dans ma vie scientifique qui est colossal. Ça suffit. Je suis ravi d'avoir pu mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant 2 ans à l'IHU pour que tout le monde puisse les consulter. Ils commencent à les consulter, c'est très bien. D'ailleurs, on a un suivi des consultations, non pas de l'article. L'article, c'est notre interprétation des données, des données brutes. C'est énormément de travail, c'est 1 an de travail. Maintenant, je suis content, je lègue ça à la science, et on verra bien ce qu'elle en fera. Moi j'ai une idée très précise. Je suis un empiriste. Moi, j'ai pas d'idéologie. Je suis pas un militant. Je suis un militant de rien du tout. Eh ben, je vous remercie parce que je voulais vous donner la parole, même si effectivement la limite de cet échange, c'est que en fait, il faudrait avoir un des représentants de cette tribune qui puisse échanger avec vous, qui pourrait apporter peut-être une contradiction plus forte que je ne l'ai fait durant ces 15 ou 20 minutes. Vraiment, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur l'antenne de CNews, sauf si vous voulez rajouter un dernier mot, Monsieur Raoult. Alors écoutez, je vais vous dire, il y a un moment, il faut lire Baudrillard, c'est très intéressant de lire Simulacre et Simulation. Il y a un moment où la communication rencontre la réalité. On est en train d'y arriver, et donc il y a une très très grande nervosité qui va se passer de plus en plus. Et on verra bien. C'est-à-dire que ce que vous pensez, c'est que comme vous avez plutôt eu raison, cette vérité excite tellement ceux qui vous auraient attaqué qu'ils vont se déchaîner contre vous. Je traduis votre pensée. C'est pas la mienne, bien sûr, mais c'est la vôtre. C'est même pas que j'ai raison, je m'en fiche d'avoir raison. Je peux vous dire, ça m'indiffère. Que vous pensiez que j'ai raison ou pas, si vous pensez que ça m'empêche de dormir, faites une erreur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il n'y a pas un centre qui a eu et qui a traité, qui a des données aussi importantes que les nôtres. 30 000 personnes, c'est colossal. On a mis 100% de nos données online. Tout le monde peut les utiliser. Vous pouvez toujours demander à regarder si les essais Solidarité et Recovery sont online. Ils ne sont pas. Donc, nous, on a mis... Vous savez, la Cour de justice du Texas a demandé à Pfizer et à FDA de mettre les données d'évaluation du vaccin de Pfizer. La FDA a dit qu'il faudra 25 ans pour les mettre. Oui, non, mais ça j'entends bien parce que... Et pour tout dire, le journaliste que je suis est tellement méfiant et tellement défiant sur certaines choses que je vous assure, je prends aucune parole pour argent comptant et je me méfie bien évidemment de tout ce qui peut être dans ces univers. Mais en même temps, je citais cette tribune ce matin qui vous met en accusation. Et je vous remercie grandement, vraiment, merci grandement, professeur Raoult. Et puis après, chacun... moi, je suis admiratif de cette assurance. Moi, je suis démuni, je vous le dis, oui, comme je le pense. C'est quand même assez incroyable, quoi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais du théâtre, c'est parce que j'aimerais bien pouvoir être aussi... là, moi, je vivrais ce que vit le docteur Raoult, là, je le trouve assez voilà, on se comptera à l'arrivée, quoi. On verra combien on sera... Il y a les choses quand même qu'on peut souligner et que je lui ai dites, c'est que effectivement personne ne le défend. Donc tu peux t'interroger quand dans la communauté aujourd'hui, aucun médecin de renom vient sur les plateaux pour dire ça marche. Moi, j'ai reçu ici Robert Sebag 50 fois et d'autres, tous m'ont dit l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas. Donc ils l'ont dit sur ce plateau, etc. Bon, je ne peux que témoigner là encore je suis assez impressionné par cette espèce d'assurance qu'il arrive à conserver par rapport à tout ce qui lui tombe dessus, parce que je me disais, mais ça sera quoi c'est quoi la suite?
C'est pour Monsieur Raoult. Moi, je sais ce que c'est pour moi la suite. Ah ben là, c'est effectivement, il risque 3 ans de prison. Il y a une enquête à Marseille, le parquet est saisi. Bien sûr. Donc il est seul contre la terre entière. Ah oui. Bien sûr, parce que notamment la loi Jardet, depuis 2012, qui interdit les essais sauvages, manifestement. Donc, il conteste, bien sûr. Il dit que c'est une étude rétrospective. Bon. Qu'en pensez-vous ? Vous avez un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre ? Vous savez, moi je ne sais pas. Comme dirait le professeur. Non, moi je ne sais absolument rien sur ce sujet. Mais le côté cabale, le côté chasse à l'homme, il y en a de plus en plus en France. Oui. C'est assez détestable quand même, il faut avouer. Oui, mais alors, on va se faire... Si entre le narcissisme des uns qui s'exaltent à un point inouï, et puis l'autre côté, les phénomènes de groupe et de... Non mais j'entends bien, mais comprenez, si vraiment ces traitements sont nocifs, comme le dit Monsieur Molimar, c'est son devoir d'alerter le public et d'expliquer que non seulement ça ne marche pas, mais en plus c'est dangereux. Pardonnez-moi. Si je me mets là... Vous savez que dans la pharmacopée, la 3/4 des médicaments que vous prenez sont dangereux d'une manière ou d'une autre. Ça ne vous a pas échappé. Le vaccin. Non, mais bon, j'en sais rien. Je ne connais rien à ce sujet. Oui, mais en disant ça, c'est une manière de... Non, mais quoi je veux dire, chose chez un cardiologue, ça fait 10 ans que je prends un traitement, et cet excellent professeur me dit « Ah non, c'est très dangereux le traitement que vous prenez. Les risques sont beaucoup bien supérieurs aux bénéfices. On arrête immédiatement. » Ah bon ? Bon, voilà. Bon. Tout est dans tout. Alors, je lui fais confiance, mais il n'empêche, quoi. Les traitements sont dangereux, oui, toujours. Charlotte. Non, mais simplement, je suis incapable, c'est ce que vous disiez, on aimerait voir ce débat-là, en fait, parce qu'on est incapable, nous, de trancher, de savoir. En plus, il y a une assurance telle et des mots employés tels des deux côtés, vous savez, ils ont tellement l'air sur d'eux que c'est déstabilisant sur une matière normalement scientifique. C'est vrai que c'est déstabilisant, mais depuis le début du Covid... Moi, je note une chose, c'est qu'il y a des questions d'abord qui sont obligatoires et d'autres qui sont interdites. Et en effet, on a à la fois vécu 2 ans pendant lesquels on disait mais évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses sur ce traitement, mais il faut aller très vite. Et en même temps, sur certains traitements, c'est absolument interdit. Et il y a des questions sur le vaccin qui a été là aussi obligatoire pour les enfants et les adolescents. Des questions qu'on n'a pas le droit de poser sur des effets secondaires qu'on constate. Je dis pas que c'est pour tout le monde, je dis pas que c'est tout le temps, mais il y a la question des myocardites pour les enfants. Il y a la question de tous ces jeunes sportifs qui font des arrêts cardiaques. Et on a des questions, or on n'a même pas le droit de les poser. Mais ça n'existe pas, ça paraît. Mais c'est ça, on n'a pas le droit de les poser. Molimar, les poser, c'est déjà être contre la science. Jamais, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a du recul, le truc le plus important, c'est cette affaire de transmission. On nous a expliqué que le vaccin empêchait la transmission, et ce n'est pas vrai. Oui. Voilà. Donc là, il y a effectivement quelque chose, parce qu'on est allé se faire vacciner pour ça. Non, parce que les 25-30 ans, ils finissaient pas... C'est un très bon exemple, d'autant qu'on a vu à ce moment-là que personne n'a dit « je sais pas ». Sur la transmission, moi, j'ai pas dit la transmission, c'est sûr, c'est non ou c'est sûr, c'est oui. Je n'en savais rien. Poser la question, c'était déjà attaquer la science. C'était déjà être dans le complotisme. Et ensuite, quand on a la réponse qui est contraire à ce qu'on nous a annoncé, on dit oui, mais on ne pouvait pas tout savoir. Vous aviez quand même l'air de très bien savoir à l'époque. Oui. Donc c'est déstabilisant. Je ne peux pas dire autre chose, c'est déstabilisant. Et puis, effectivement, il y a l'espace en plus médiatique avec ces prêtres qui expliquent... Mais qu'on ne nous accuse pas d'être soupçonneux derrière. Qui expliquent ce qu'il faut penser sur ces sujets. Sur les autres aussi, disons-le aussi, et sur les autres aussi. C'est pour ça que je garde un peu de distance. Forcément, Gérard, parce qu'il y a le bon côté. C'est comme sur tous ces sujets aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut penser. Alors, vous pouvez faire le Covid, le climat, la retraite. Sans réponse concrète. Il peut y avoir des débats entre les scientifiques, mais je continue à faire confiance à la science. Et deuxièmement, sur le vaccin... Mais laquelle ? Oui, si, bien sûr, laquelle, c'est la science qui est quasiment... Moi, je ne connais pas beaucoup de professeurs, de grands professeurs, que ce soit en France ou dans le monde entier, qui remettent en cause le vaccin. Je suis désolé. Même le professeur Raoult tout à l'heure a dit lui-même que le vaccin était une perte de l'air. Oui, non, parce que là, on entend ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que vous le vouliez ou non, vous émettez des doutes sur le vaccin. Non, mais moi, vous n'en mettez pas, c'est très bien. Moi, j'avais cru un petit peu. Ça, vous voyez, ça, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, vous le dites devant vous. C'est du débat. Mais c'est pas vrai. Vous êtes pour le vaccin. Mais oui ou non? Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Ah bah voilà. Mais moi, je suis pour le vaccin. Et pour les enfants? Mais pourquoi vous voulez vacciner les gosses de 20 ans? Je suis en tout cas ce que disent les scientifiques, ce que disent les médecins. J'ai une question.
moi aussi, j'ai fait confiance à mon médecin toute ma vie. Hein. Il me dit, tu prends ça, je l'ai pris. Hein. Bon, très bien. Simplement, dans cette période, est-ce que oui ou non, on a été obligé de confesser parce que, en faisant confiance, des choses qui se sont révélées être fausses, voire même des mensonges. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? J'ai pas eu de... Ah d'accord. Donc au moment où les masques étaient interdits, parce que de toute façon ça sert... Moi je parlais du vaccin. Non, c'est pas autre chose. Non, Gérard, c'est pas autre chose dans la mesure où nous, sur les plateaux de télévision, je dis un grand nous général, tout le monde confessait la même chose et posait la question en disant, vous êtes sûr qu'on est obligé de relayer la parole comme ça sans jamais se poser de questions? C'est nous qui nous faisions insulter, Gérard. C'est ça qui s'est passé pendant cette période. Bien sûr qu'il faut toujours poser des questions. Je dis simplement que sur le vaccin aujourd'hui et sur l'efficacité du vaccin, je suis un peu inquiet quand j'entends un certain nombre de gens qui ne sont pas des professionnels, qui ne sont pas des médecins, parce que je dis toujours de la même façon que je n'ai pas vu de grands professeurs, de grands médecins qui remettent en cause le vaccin. C'est tout. Là, en l'occurrence, j'en n'en vois pas. Gérard, je n'ai pas la compétence pour remettre en cause le vaccin ou pour le défendre. Vous non plus. Donc ça n'est pas le sujet de notre débat là aujourd'hui. La question est de savoir, est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission par erreur ? Puisqu'elle ne l'empêchait pas. Oui ou non ? Répondez, c'est simple. Toute la population n'a pas été vaccinée jusqu'à preuve du contraire. Non, mais est-ce que c'était rendu obligatoire ? On l'a jamais rendu obligatoire, le vaccin. C'est vrai, il n'a jamais été rendu obligatoire, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y en avait y compris, du personnel médical qui n'était pas vacciné. Ça, on en a suffisamment parlé. Donc, il n'y a pas d'obligation du vaccin. On ne pouvait plus voyager, on pouvait faire... Quand tu fais un pass sanitaire, arrêtez, Gérard. Soyez... C'est une obligation de fait. Terminé, Charlotte. Outre l'obligation, ma question est simple. Est-ce que oui ou non, l'appel à la vaccination se faisait sur la question de la transmission ? Protéger les autres. Est-ce que c'était ça le slogan, oui ou non ? Et ensuite, on s'est rendu compte. Oui, c'est parce que ça protège des formes de grave. Est-ce que précisément sur ce sujet, on s'est trompé ? Je dis même pas qu'il y a eu mensonge. Est-ce que oui ou non, on s'est trompé ? Oui, il y a eu on ne s'est pas vraiment fondamentalement trompé. Simplement, sur le vaccin, avant même qu'on ait tous les résultats. Un bon procureur. Moi, ce que j'attends, c'est la conclusion de votre discours. C'est quoi ? Il fallait pas vacciner ? Détendez-vous. Non, mais dites-moi. Parce que l'énervement est révélateur là. Non, oui, mais enfin, je vous ai déjà vu énervé. Hein. Oui, c'est pas grave. Allez. Mais pas là en l'occurrence. Je vous dis donc que nous, sur les plateaux de télévision, le nous médiatique a pris des positions, a défendu des positions soutenues par certains médecins qui se sont révélées être fausses. Donc, est-ce qu'on peut simplement avoir un peu d'esprit critique et dire, je vais pas dire ce que disent tous les médecins parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Par ailleurs, la deuxième partie sur la question des effets secondaires, c'est pas remettre en cause tout le vaccin que de reconnaître qu'aujourd'hui, il est même impossible d'évoquer cette question-là sans se faire engueuler. C'est pas normal. On a rendu obligatoire dans les écoles, on a poussé à la vaccination des jeunes enfants et des adolescents sans avoir le droit de dire, mais vous avez vu les effets, est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus ? Mais bien évidemment qu'on a eu le droit. Il y a des gens qui ont posé, il y a des gens qui sont toujours contre la vaccination. Et il y a des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Je suis le seul à avoir reçu madame... Mais c'est compliqué, quoi. Non, moi, j'ai entendu des gens qui étaient... Simplement, j'ai pas rencontré de vrais scientifiques, de vrais professeurs qui étaient contre la vaccination. C'est tout, j'en ai pas rencontré. C'est aussi bête que ça. D'ailleurs, personne ne dit le contraire aujourd'hui. Je dis simplement que là, ce qu'on fait sur l'hydroxychloroquine, 3 ans après, en se disant, il y a peut-être eu certains patients pour lesquels c'était pas bon et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis incapable de commenter le truc. Je dis simplement, est-ce qu'il est possible de le faire sur tout le reste ? Toutes les thérapies, tous les médicaments qui ont été utilisés, même le vaccin, on nous a même dit qu'il fallait aller vite. C'est donc bien qu'on n'avait pas le recul qu'on a normalement sur les autres. Est-ce qu'on peut se poser ces questions sur tout ça en même temps ? On peut se poser toutes les questions. Simplement, la question essentielle, c'est oui ou non. Est-ce que la vaccination a été une bonne chose ? Est-ce qu'il fallait la faire ? Ah bah donc vous doutez de la vaccination. Mais je suis pas capable. Mais vous avez le droit, mais moi je ne doute pas de la vaccination. Et Gérard, vous ne pouvez pas non plus l'affirmer. Je suis désolée, vous n'avez pas la compétence. Je me range modestement derrière l'avis des gens de la science, des médecins. Vous m'expliquerez une chose, et on en aura terminé là. Un des livres les plus vendus aujourd'hui en France est d'une jeune femme qui s'appelle Alexandra Henrion-Caude. C'est le livre le plus vendu en France. Personne ne l'a reçu sur aucun plateau de télévision, sauf ici. Vous m'expliquerez pourquoi, dans l'espace médiatique. Vous me direz. Vraiment, vous me direz pourquoi. C'est de celles qui contestent, c'est des rares qui contestent le vaccin. Vous me direz pourquoi elle n'a pas le droit d'être sur un plateau de télévision. Et interrogez-vous pourquoi
Ce livre est le plus vendu. Notre métier, me semble-t-il, c'est précisément ça, c'est de témoigner de la réalité et d'apporter une contradiction. Ce qu'on essaye de faire et de développer l'esprit critique. Vous me connaissez, j'ai des leçons à donner à personne dans ce métier, mais je m'étonne simplement que, effectivement, l'espace médiatique choisisse ceux qui peuvent parler, ceux qui ne peuvent pas parler. Là-dessus, je choisis qui peut parler, et c'est Audrey Berthaud qui va parler à l'instant. Et on terminera après sans rancune, parce que voilà, un peu de joie de vivre. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis moi, j'ai retrouvé et puis l'ambiance du plateau de l'heure des pros, que je connais bien. Voilà. Sans rancune, ça pourrait être le sous-titre de l'heure des pros. Voilà. Mais non, mais en plus, c'est sans rancune. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas donner. En fait, c'est pas faire un choix que de dire ce que j'exprime là. C'est simplement garder un peu d'esprit critique. Audrey Berthaud. La France prend un virage électrique. La première usine de batteries pour voitures électriques va être inaugurée aujourd'hui dans le nord de la France. C'est une étape clé pour rattraper notre retard sur les constructeurs chinois. La production de cette usine doit démarrer cet été pour une commercialisation à la fin de l'année 2023. À Rennes, un homme a été tué à l'arme blanche dans une station de métro. Le drame s'est produit hier soir. L'homme était âgé d'une trentaine d'années. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Aucune interpellation n'a pour l'heure eu lieu. Et puis c'est inédit, depuis 2015, les prix baissent dans l'immobilier ancien. Une étude publiée par l'INSEE et Notaires de France montre un recul des prix au premier trimestre 2023. Les prix dans l'ancien, un recul de 0,3% pour les maisons et de 0,1% pour les appartements. Je salue notre ami Daniel Guichard. Et en tant que je ne l'ai pas salué, qui dit « Gérard est inquiétant dans ses certitudes, Charlotte est rassurante ». Oh, bah, bien sûr. Mais c'est vrai que vous avez des certitudes alors que j'en ai pas. C'est ça qui me frappe toujours. Je sais pas, on peut en discuter. Bon, vous jouez ce soir ? On joue demain soir jusqu'à dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi. 2 fois le samedi, 1 fois le dimanche à 16h. Et alors, après, qu'est-ce que vous faites après le théâtre ? Vous vous couchez tout de suite ? Après, je vais me reposer, oui, parce que je peux vous assurer que le rôle est assez, il faut en avoir dans le jarret, comme on dit. Donc là, par exemple, vous fumez pas, Là, non, moi j'ai jamais fumé. Moi. D'accord, vous prenez pas d'alcool, vous faites attention, il y a un régime. Dans ce métier, je pense qu'il faut faire attention à sa santé. Si vous voulez durer, être en forme, et être efficace pour les gens qui viennent vous voir. Et après la représentation, vous arrivez à dormir ou il faut... Oui, il y a toujours cette espèce d'adrénaline quand même qui vous accompagne. Il m'est arrivé là récemment 1 ou 2 nuits où j'étais habité, j'étais possédé par mon personnage, quoi. Donc, et vous arrivez à quelle heure au théâtre ? Moi, on arrive 2 heures avant. 2 heures avant pour papoter, quand on s'entend bien, c'est formidable, quoi. Ouais, non, mais et alors, il n'y a jamais de soucis le soir, il n'y a jamais de trous, vous n'avez pas de... Non, pour l'instant... Jamais d'incident. Je vais toucher du bois, ça peut arriver, ça peut... Aussi, l'autre jour, je suis rentré, parce que je m'habille sur scène à un moment donné, puis on peut oublier soit un bouton de la chemise, soit la braguette. Ah oui, c'est toujours une c'est toujours une expérience étonnante d'être sur scène. Par exemple, nous, ça nous est jamais arrivé, vous voyez, d'entendre une salle qui applaudit. Venez, ça sera avec grand bonheur. Ah non, mais je suis venu dans un théâtre parfois, mais sur scène, c'est une expérience qui doit être étonnante. C'est le bonheur absolu. Puis je nous écoutais là, je pensais à Molière qui parle de la médecine comme personne avec. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais si vous dites ça à Monsieur Molimar, il va pas être content. Si vous le comparez à un médecin de Molière. Maladie imaginaire. Molière qui disait sur la médecine. Et bien sûr, Molière qui disait également, je me demande si finalement le seul et grand talent, c'est pas le talent de plaire. Le vrai talent, c'est de plaire, quoi. Il n'y a pas d'autre. Voilà, au théâtre Hébertot, tous les soirs, venez vous amuser. Vous en avez bien besoin. Je suis d'accord avec vous. J'espère qu'il y a un peu de divertissement parfois le matin. C'est un petit théâtre que nous avons aussi ici de temps en temps. C'est exactement ça, absolument. Et chacun a son rôle. Dans le rôle de Gérard Leclerc, bien sûr. Dans le rôle de Gérard Leclerc. Puis regardez, le plus bel homme de sa génération. Il est beau, bronzé, toujours. Monsieur Fenech. Moi, je suis 2. Ah oui, parce qu'ils sont 2 ici. Ouais. Il y en a 2. Il y en a un qui est... il y a un Fenech qui est un peu réac et puis un Fenech progressiste. Voilà. Alors que Gérard Leclerc, ils ne sont qu'un. Audrey Missirac a été à la réalisation. Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Guillaume Vinour, qui était à la vision. Merci à Marine Lançon qui était de retour ce matin. Nous étions en week-end.